Bonjour à tous, mon nom c'est Elisabeth Obregon. Je suis chargée de projet à la Fondation de Maladies du cœur de l'ABC. C'est avec grand plaisir que nous vous présentons aujourd'hui notre webinaire pour le mois du cœur. Avant de vous présenter la modératrice de cette séance, je veux simplement vous transmettre quelques informations techniques. Donc, celles indiquées dans la diapositive, vous devriez être en mesure d'écouter la présentation avec les haut-parleurs de votre ordinateur ou vous joindre par téléphone. Par contre, votre microphone sera désactivé. Pour la période de questions à la fin, vous avez la possibilité de nous envoyer vos questions par écrit dans la fenêtre de clavardage en nous indiquant à qui elle est destinée. Une fois la présentation terminée, nous transmettrons vos questions aux conférenciers. Si vous éprouvez des difficultés techniques, n'hésitez pas à nous écrire dans la fenêtre à droite sur votre écran tout au long de la séance. Vous pouvez également participer à la conversation via nos deux comptes Twitter, @cœurabc, #mois de cœur ou @fmcabc, /science. J'aimerais simplement vous mentionner de vous assurer d'être bel et bien inscrit à la formation via la plateforme GoToWebinar. Ceci nous permet d'un côté de connaître le nombre de participants, mais aussi de vous transmettre par la suite le lien pour réécouter l'enregistrement du webinaire sur le site de Cœur et ABC. Un court sondage pour avoir vos commentaires et suggestions qui vous donnera ensuite accès à une attestation de participation. C'est très important pour nous de recevoir votre réaction pour notre futur webinaire. C'est avec plaisir que je passe la parole à Andréane Tardif, chargée de projet en promotion de la santé à la Fondation de Maladies du cœur de l'ABC. Elle est aussi maman d'un petit garçon né avec une importante malformation cardiaque et sera la modératrice pour toute la durée du webinaire. Bonjour à tout le monde, bienvenue. Merci Elisabeth pour cette belle introduction. Donc, je vous souhaite tous bienvenue pour ce webinaire. Ça me fait vraiment plaisir d'être ici pour modérer l'activité aujourd'hui, non seulement à titre de professionnel de la santé, mais particulièrement en tant que maman d'un bébé atteint d'une cardiopathie congénitale. Donc, nous sommes très heureux de vous présenter ce webinaire-là qui est dans le cadre du mois du cœur et de la semaine de sensibilisation à la cardiopathie congénitale qui portait finalement sur l'expérience à travers les étapes de la vie des patients atteints. Ce webinaire offrira des récits d'expériences vécues et des discussions avec nos spécialistes de la cardiopathie congénitale. Il mettra en lumière l'expérience et les besoins des patients vivant avec cette maladie et leurs familles dans l'optique d'un cheminement à long terme, particulièrement en ce qui concerne le soutien psychosocial et la transition de la pédiatrie vers les soins adultes. Donc, avant de commencer, je prends le temps de vous présenter les conférenciers. Donc, nous avons Valérie Hay, qui est une personne ayant une expérience vécue de la maladie, qui est bioinformaticienne également de l'Institut de cardiologie de Montréal. Docteur Anne Fournier, cardiologue pédiatre du CHU de Sainte-Justine, professeure titulaire également au niveau de l'Université de Montréal, et Josée Godette, infirmière clinicienne du CIS de Laval. Les objectifs d'apprentissage de ce webinaire sont les suivants. Donc, à la fin du webinaire, les participants seront en mesure d'examiner et d'expliquer les soins personnalisés pour les femmes vivant avec une cardiopathie congénitale, comme les risques liés à la grossesse et les choix qui s'offrent à elles en matière de chirurgie. De décrire l'expérience et les besoins de ces femmes dans l'optique d'un cheminement à long terme, de décrire l'approche de soins intégrés visant à répondre aux besoins physiques et psychosociaux des femmes et de discuter des mesures que les professionnels de la santé peuvent prendre pour soigner ces femmes. Les choses s'accélèrent et le financement de la recherche sur les maladies du cœur et l'AVC chez les femmes donne des résultats. Le bulletin Plein Feu de 2020 se penche sur 3 avancées de recherche très prometteuses. L'une des histoires met en vedette qui parle de la vie avec une cardiopathie congénitale, celle de Jennifer Michaud, qui est née avec une valvulopathie aortique. À 29 ans, Jennifer a subi une opération qui lui a sauvé la vie, mais qui l'a laissée dans un état d'épuisement et de douleur durant des mois. La docteure Clavel, à l'Université Laval, est une chercheuse subventionnée par Cœur et AVC. Ses derniers travaux portent sur un médicament qui cible la fibrose, la cause la plus fréquente de sténose aortique chez les femmes.
Si ce médicament fonctionne, les femmes vivant avec une sténose aortique pourront possiblement réduire le nombre d'opérations ou même éviter complètement la chirurgie. Rappelez-vous de la semaine de sensibilisation à la cardiopathie congénitale qui a eu lieu du 7 au 14 février dernier. C'est une semaine internationale annuelle pour promouvoir la sensibilisation et l'éducation sur la cardiopathie congénitale. Elle est mise de l'avant par un groupe d'organismes aux vues similaires pour sensibiliser et fournir des ressources pendant et après la semaine de sensibilisation. L'objectif est de fournir des faits et des messages clés cohérents sur la cardiopathie congénitale. Voici quelques faits importants sur les femmes et les cardiopathies congénitales. La prévalence de la cardiopathie congénitale varie de 50 à 150 pour 10 000 naissances au total, ce qui en fait l'anomalie congénitale la plus courante chez les nouveau-nés. Les femmes atteintes de cardiopathie congénitale sont 27 % plus susceptibles que les hommes d'avoir des limitations fonctionnelles. Elles ont également un risque d'hypertension pulmonaire 33 % plus élevé que les hommes. Les femmes qui prévoient avoir des enfants optent souvent pour des valvules de remplacement moins durables. Cela signifie qu'elles subiront plus d'interventions chirurgicales dans leur vie et seront exposées à un plus grand risque. Les femmes courent un risque 25 % plus grand que les hommes de mourir des suites d'une chirurgie valvulaire. Donc, sans plus tarder, je vous souhaite un bon webinaire et je passe maintenant la parole à Valérie Hay. Bonjour à tous. Oui. Donc, mon nom est Valérie Hay. Là, j'ai besoin que la... OK. Donc, je suis née avec une atrésie tricuspidienne. J'ai eu un fontan, j'ai un stimulateur cardiaque et je suis suivie à l'Institut de cardiologie de Montréal. Je vais vous raconter un peu ce que j'ai vécu et ce que je vis encore. Attendez, pourquoi ça ne marche pas? OK. Donc, juste pour ceux qui ne savent pas, l'atrésie tricuspidienne, c'est un cœur relativement anormal. Et moi, j'ai eu un fontan classique à l'âge de 11 ans. Donc, puis je compare avec le cœur normal. C'est pour probablement plusieurs d'entre vous un rappel. Donc, moi, je suis née à Sainte-Justine et j'ai passé mon enfance dans une petite ville du Québec, un peu seule parce que, bon, étant donné qu'il n'y a pas tant d'enfants qui sont nés avec une malformation cardiaque, j'étais la seule. Mais j'ai été chanceuse quand même. Mes parents ont été impliqués. Puis ils se sont beaucoup battus pour que j'aie tous les soins dont j'avais besoin, autant les soins que les opportunités aussi. Fait que le but était un peu de vivre normalement. Dans ma famille, je disais tout le temps que je voulais être normale, mais c'était plus, je pense, la vie de famille puis la vie en général qui devait avoir le but d'être normale. Donc, les médecins, évidemment, veulent que les enfants avec des maladies congénitales vivent une vie pleine et le plus standard possible. Donc, à Témiscamingue, j'ai fait mon primaire et mon secondaire. Après le secondaire, j'étais obligée de partir de la maison. Donc, moi, pour aller au cégep, j'ai eu le droit à une transition du milieu familial vers le milieu plus adulte déjà. Donc, où est-ce que tu fais ton ménage, ton lavage, l'épicerie. Ça, c'était à 16 ans. Donc, c'était un apprentissage autant pour moi que pour ma famille. Puis, à 20 ans, j'ai transité vers la cardiopathie adulte. Donc, c'est à 20 ans que que j'ai été transférée de Sainte-Justine vers l'Institut de cardiologie de Montréal. Moi, j'ai bien vécu ça, je pense. Puis, j'ai fait un projet de recherche il n'y a pas longtemps sur la transition, justement.
Puis, je me suis rendu compte que c'est en fait un deuil important, autant pour les parents que pour les enfants, parce que les parents, eux, ils perdent cette fonction d'être accompagnateur, puis ils sont obligés de passer le pouvoir vers le jeune adulte qui veut être indépendant. Puis les patients, de leur côté, eux autres, ils ont besoin d'être éduqués, ils ont besoin d'être accompagnés, puis je pense qu'il faut qu'ils soient impliqués dans ce qu'ils vivent dans leur cardiopathie, parce que malheureusement, ça ne disparaît pas. Puis, c'est un nouveau défi pour eux autres parce qu'en plus, souvent, tu pars de la maison, tu vas faire des nouvelles études, puis il faut que tu réorganises toutes les ressources que tu avais, que tu trouvais dans un endroit, dans un centre, qui sont plus disponibles dans le fond. Chez les adultes, tu vas 2-3 fois de plein de rendez-vous pour très spécialisé. Il n'y a pas juste une journée que tu passes à l'hôpital pour faire tout ce que tu as à faire. Donc, moi, depuis ce temps-là, depuis le cégep, j'ai quand même fait un bac, une maîtrise, j'ai travaillé et je travaille encore. J'ai même fait 2 carrières. J'ai eu un pacemaker à l'âge de 17 ans. Puis, j'ai eu 2 interventions d'ablation pour de l'arythmie. Donc, évidemment, en tant que cardiaque, il y a des limites, malheureusement. Puis, il faut s'adapter, puis il faut choisir une carrière qui rentre dans nos limites, dans le fond. Il faut s'entourer de gens qui comprennent la situation. Puis, évidemment, en tant que femme, c'est toujours un sujet un peu délicat parce que faut que ça soit amené, moi je pense qu'il faut que ça soit amené relativement tôt, plutôt à l'adolescence que tard, parce que faut pas que les jeunes adultes décident de vouloir des enfants, puis se ramasser à avoir des problèmes pires que ce qu'ils ont déjà. Et puis, malheureusement, la grossesse, c'est un défi sur le corps, même chez quelqu'un qui a un cœur absolument normal. Donc, évidemment, il faut trouver un équilibre dans tout ça, dépendant de la cardiopathie de la personne, sachant que toutes les cardiopathies sont à peu près différentes. Trouver un équilibre entre les essais puis ce qui est connu, c'est toujours un défi. Mais ça se fait très bien. Il y a toujours des difficultés, évidemment, comme moi, bon, certaines personnes sont chefs de famille, chefs de maison. Faut trouver un emploi qui fait avec les traitements, les maladies. Faut trouver des bénéfices marginaux qui sont adaptés. C'est des fois le cas, qui sont bien adaptés. Souvent, ils ne sont pas, parce que souvent, on va passer plus de temps à l'hôpital que ce que le bénéfice de l'employeur nous permet. Donc, il faut être capable de jouer avec les avantages. Puis, évidemment, une des difficultés, dans les difficultés, il y a toujours la gestion du stress puis de l'anxiété qui est créée juste par le fait d'être un peu pas normal puis de pas savoir exactement qu'est-ce qui va nous arriver. Puis, moi, j'ai mis la gestion des attentes parce que moi, j'ai beaucoup d'attentes envers moi-même. Puis, il faut quand même gérer ces attentes-là parce que c'est toujours un but de un peu être normal, faire la même chose que ses amis. Donc, il faut savoir gérer ces choses-là. Un des défis en plus, c'est de trouver des ressources. Bon, il y a des ressources qui sont nécessitées spécifiquement pour les femmes, comme trouver quelqu'un qui va nous faire une mammographie, un gynécologue. Il y a aussi des besoins qui sont non spécifiques, comme le diabète, la nutrition, trouver des places pour faire de l'activité, un dentiste. Toutes ces ressources-là sont disponibles, mais trouver quelqu'un qui va accepter de traiter une personne avec des problèmes cardiaques,
qui sont un peu hors norme. Les gens connaissent la crise cardiaque, mais quand on arrive puis on dit, ben moi j'ai une atrésie tricuspidienne puis un fontan, c'est un peu pas facile. Donc, il faut trouver des gens qui sont prêts à apprendre. Puis, c'est dans cet apprentissage-là que les gens du système de santé vont pouvoir nous traiter. Évidemment, les cardiologues, il faut qu'ils puissent transmettre leurs connaissances. Il faut qu'ils puissent nous les transmettre à nous en tant que patients pour qu'on puisse évaluer puis prendre des bonnes décisions comme décider quel médicament qu'on va prendre, quelle chirurgie est plus adaptée. Les différents spécialistes, il faut qu'ils soient ouverts à aller chercher de l'information, surtout si c'est les premiers congénitaux qu'ils voient. Puis, le système de santé en son entier ne peut pas nous oublier parce que les cardiologues pédiatriques nous sauvent de plus en plus et on vieillit. Donc, on va avoir besoin des mêmes services que la population en général vieillissante. Puis, pour avoir accès à tout ça, on a toujours besoin de recherche. Puis, c'est toujours important de faire partie de ces projets de recherche-là, autant en tant que chercheur, médecin que patient même. Donc, le message principal, c'est que pour une personne ayant une maladie congénitale cardiaque, la communication et puis la relation sont clés. C'est souvent ce qui est le plus difficile à atteindre et ce qui est le plus enrichissant. Il faut atteindre un équilibre, surtout du côté qu'est-ce qu'on fait normalement, la spécificité du patient avec une maladie. Donc, toujours un équilibre qui est toujours à refaire. Alors, on réapprend nos limites, puis étant donné qu'il y a plus de patients qui ont des cardiopathies congénitales puis qui vieillissent, on va toujours avoir besoin des ressources de plus en plus adaptées, qui sont, pour l'instant, en tout cas, difficiles à trouver, mais que j'ai confiance qu'on va développer au fil des années. Puis, quand moi, je vais en avoir besoin, bien, ils vont être disponibles, j'espère en tout cas. Donc, la recherche est toujours aussi nécessaire, évidemment. Puis, moi, je pense en tout cas que le traitement des patients avec une cardiopathie congénitale en vaut la chandelle. C'est enrichissant probablement pour une personne du service de la santé, surtout si en faisant ça, ben, ça nous permet de vivre pleinement une vie à 100% pleine de autant de voyages que de nouveaux défis. Donc, je passe la parole à Anne Fournier, qui est cardiologue congénitale, cardiologue pédiatrique, excusez-moi. Donc, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Valérie. Alors, merci pour ton introduction et je pense que tu as bien fini ta présentation en disant que ça vaut la chandelle. Ben, c'est sûr que ça vaut la chandelle. De voir des jeunes femmes qui, autrefois, on disait qu'il n'y avait pas d'espoir, qu'elles puissent survivre, devenir des jeunes femmes bien équilibrées avec une vie professionnelle, c'est extraordinaire. Puis, qu'est-ce qu'on peut demander mieux comme nous, professionnels de la santé? Des fois, tu es fatigué, tu te lèves à 2 heures du matin, puis tu te dis, qu'est-ce que je m'en vais encore faire là à l'hôpital? C'est ça que je m'en vais faire. S'occuper de ces enfants-là, moi, aujourd'hui, qui vont devenir des jeunes femmes très équilibrées à l'avenir. Alors, je peux pas passer les diapos. Est-ce qu'on peut les avancer pour moi, s'il vous plaît? Alors, j'ai le privilège de travailler au CHU Sainte-Justine en cardiologie pédiatrique depuis plusieurs années maintenant. Alors, j'ai beaucoup d'expérience et avec toute cette expérience-là, ben, j'ai vu tous les avancements de notre science et notre domaine. Et je remercie grandement la Fondation des maladies du cœur de donner l'opportunité de parler justement des cardiopathies congénitales.
c'est quelque chose qui est oublié, puis qui n'est pas connu. Puis quand on demande à quelqu'un, est-ce qu'il y a quelqu'un de cardiaque dans ta famille, dans la réponse qu'on a, oui, grand-papa est mort d'un infarctus. Mais c'est pas ça dont on parle aujourd'hui. On parle des gens qui sont nés avec des malformations cardiaques congénitales. Et quand on fouille un peu, qu'on regarde, il y en a plein de ces enfants-là, puis ces jeunes adultes-là aujourd'hui autour de nous. Alors, on dit qu'un enfant sur 100 naît avec une malformation cardiaque congénitale. Et ce chiffre-là d'un enfant sur 100, c'est le même depuis toujours. C'est ce que j'ai appris quand j'étais étudiante et c'est ce qu'on dit encore aujourd'hui. Alors, un enfant sur 100, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, il y a presque plus que 100 enfants là, qui vivent, qui sont dans une école, dans une classe. Alors, ces 100 enfants, c'est plus qu'une école. C'est que dans toutes les écoles du Québec, il y a plus qu'un enfant qui a une malformation cardiaque. Alors, si vous regardez autour de vous, vous allez en voir de ces enfants-là qui sont nés. Dans le temps, c'est ce qu'on appelait les bébés bleus. Alors, c'est pour ça que j'ai mis une photo de l'ancien temps. Alors, des jeunes parents qui attendent ce qu'il y a de plus merveilleux au monde d'avoir un enfant, puis leur enfant naît avec une malformation. Et certaines de ces malformations donnent la cyanose, les enfants sont bleus. Alors là, ils ont un beau sourire, mais quand ils ont appris que leur bébé avait une malformation cardiaque, c'était pas mal moins agréable et moins rigolo. Alors, les malformations cardiaques congénitales restent encore aujourd'hui les malformations les plus fréquentes. Alors, si on regarde toutes les autres malformations, que ce soit le système nerveux, le système orthopédique, etc., c'est encore le cœur qui est le plus gros vendeur. Faire un cœur normal, c'est hyper complexe. Et quand on lit sur l'embryologie du cœur, moi, je me demande toujours comment ça se fait qu'il n'y en a même pas plus que 1 sur 100. Et on va revoir ça un petit peu ensemble, un petit peu plus loin dans la présentation. Heureusement, aujourd'hui, la très grande majorité de ces enfants-là qui sont nés avec une malformation vont espérer avoir une vie normale ou quasi normale. Valérie, elle est née avec une malformation significative et elle a eu des opérations, un pacemaker, des chirurgies d'arythmie et elle y travaille aujourd'hui. Elle a une vie, oui, elle a des limitations, mais regardez la vie qu'elle nous a décrite, les belles photos qu'elle nous a montrées. Valérie, elle a une vie quasiment normale et on ne pouvait pas espérer ça avant de ces enfants-là. Alors, tout l'avancement de la science puis l'avancement de la recherche nous permet de voir ces jeunes femmes-là. Puis là, aujourd'hui, on pose les questions, qu'est-ce qu'on peut faire de plus pour les aider encore plus? On est réparer leur cœur, mais on n'a pas juste un cœur, on a une personne entière avec qui on doit s'occuper aujourd'hui. Puis on a une personne aussi qui est dans une famille, qui a des parents aussi qui ont besoin de tout ça. Alors, j'aime beaucoup présenter cette diapositive-là qui a été publiée dans les années 1990, où on voit la mortalité des enfants avec des gens, c'est pas juste des enfants, avec des malformations cardiaques congénitales. Alors, dans les années 87-88, la majorité des gens mouraient dans la première année de vie, ceux qui avaient des cardiopathies congénitales, et plus on vieillissait, bien moins il y en avait. Quand on arrive aux années 2004-2005, vous voyez que la courbe s'est complètement inversée et la mortalité due aux cardiopathies congénitales se situe maintenant à l'âge adulte. Alors, d'un enfant qui pouvait espérer ne pas pouvoir survivre de sa malformation, maintenant, ils survivent presque tous et là, se rendent à l'âge adulte et la mortalité est quasiment superposable à la mortalité des gens en général. C'est extraordinaire. C'est à peine 20 ans de différence et vous voyez les changements de courbe. Et souvent, en joke, je vais rajouter que moi, j'ai commencé ma pratique comme cardiologue en 87. Alors, j'espère être responsable un peu de ce changement-là de chiffre de la mortalité des patients avec cardiopathie congénitale. Et ça, c'est une farce. Alors, diapo suivante. Comment on se rend compte que quelqu'un est porteur d'une malformation cardiaque congénitale? Alors, aujourd'hui, de nos jours, ça peut être dépisté même dans la vie fœtale. Et vous avez ici une image d'un bébé dans le ventre de sa maman. C'est une échographie cardiaque fœtale où on voit le cœur du bébé. On le voit très, très bien dans le ventre de sa maman
avec ses 4 cavités cardiaques. Alors, c'est un bébé qui a un cœur normal. Et maintenant, vers 18-20 semaines, quand les mamans passent leur premier écho cardiaque, les obstétriciens ou les radiologues qui font l'examen ont comme protocole de regarder le cœur et faire des images comme celle-là, des images qu'on appelle des 4 cavités pour voir si le cœur du bébé est vraiment normal et bien formé. Et là, s'ils ont des doutes, ils les réfèrent à des cardiologues pédiatres qui sont formés et c'est leur métier de faire ça, de l'échographie cardiaque fœtale pour voir si l'enfant a une malformation. C'est pas précis à 100%, vous imaginez bien que le cœur d'un fœtus de 18-20 semaines est plus petit qu'1 centimètre, alors on voit, on est capable quand même de bien voir le cœur, mais il y a des petites choses qui peuvent passer à côté. Les malformations les plus majeures, comme l'absence du côté gauche du cœur ou l'absence du côté droit, ça va être facilement mis en évidence. Par contre, les petites anomalies des valves, ça pourrait être plus difficile à voir. À ce moment-là, c'est pour ça que des fois, on va voir des enfants qui ont une échographie fœtale qui était parfaitement décrite comme normale et qui nous arrive après la naissance et là, on trouve une malformation cardiaque. Mais la plupart du temps, ces malformations-là vont être mineures. Les échographies cardiaques fœtales vont être faites si à l'échographie de routine, on dépiste une malformation cardiaque ou des fois, la maman ou le papa ont une malformation et on décide de vérifier si le cœur du bébé est aussi mal formé parce qu'il y a une hérédité là-dedans. C'est sûr que toutes les anomalies, toutes les malformations ont une base génétique, mais on les connaît pas toutes. Mais on sait que certaines malformations, puis comme les malformations de la valve aortique qui nous ont été présentées dans l'introduction, il y a une tendance. Alors, cette maman-là, qui a eu sa valve aortique anormale ou qui a été opérée, elle a plus de chances que son fœtus ait la même malformation qu'elle. À ce moment-là, on va faire l'échographie cardiaque fœtale et on va essayer de dépister. Alors, si l'enfant a une malformation, puis on pourra mettre un degré, on verra comment on peut aider ce fœtus-là, s'il n'y a pas vraiment de traitement antifœtal, mais du moins suggérer un accouchement dans un hôpital tertiaire en période néonatale pour prendre en charge le bébé ou revoir l'enfant après la naissance pour bien voir ses structures cardiaques pour s'assurer qu'il n'y a rien. Et si le bébé n'a rien, bien, vous imaginez le soulagement pour la maman et le papa. Quand c'est le papa qui a une malformation cardiaque, il y a des risques aussi que le fœtus ait une malformation cardiaque. C'est moins pire que quand c'est la mère, mais ça existe aussi. Et aussi dans la fratrie, si une maman a eu un enfant avec une malformation cardiaque, les risques qu'elle ait un enfant aussi avec une malformation cardiaque à la prochaine grossesse sont plus élevés que dans la population en général. Alors, tout ça, c'est des indications d'échographie cardiaque fœtale et c'est comme ça des fois qu'on peut se rendre compte qu'un fœtus est porteur d'une malformation et qu'on va prendre en charge en période néonatale. Une autre période de dépistage, c'est lors de l'examen du nouveau-né. Alors, tous ceux qui ont eu des enfants, vous le savez, un bébé nouveau-né est examiné toujours par un médecin, souvent par un pédiatre. Et dans l'examen, on ausculte le cœur, on palpe les poux fémoraux. Et depuis quelques années aussi, on fait un test de saturation. On vérifie l'oxygène dans le sang du bébé. Et ça aide encore plus à dépister les malformations. Alors, s'il y a un problème, on entend un souffle au cœur, si on palpe pas les poux fémoraux, si la saturation du bébé n'est pas normale, là, à ce moment-là, ça sonne une cloche. On demande une consultation en cardiologie pédiatrique et les pédiatres évaluent l'enfant et voient s'il y a ou non une malformation. Ils font la prise en charge appropriée. Des fois, chez l'enfant plus vieux, on va aussi avoir des signes comme un souffle au cœur. On va entendre à l'examen un souffle qui n'avait pas été entendu qui apparaît. L'enfant peut présenter une mire bleue, ce qu'on appelle la cyanose, ou à l'examen, on ne palpe pas les poux fémoraux. Tout ça, c'est des signes d'appel d'une malformation cardiaque et les médecins de famille et les pédiatres, lorsqu'ils détectent ces signes-là à l'examen physique d'un enfant, ils les réfèrent en cardiologie pédiatrique. Je voudrais juste faire une parenthèse ici par rapport au souffle cardiaque. Alors, le souffle cardiaque, c'est quelque chose qu'on entend avec un stéthoscope. Ceux qui ont déjà ausculté des enfants savent qu'on entend les bruits du cœur normaux, boum, boum. Puis des fois, on entend boum, psh, boum. Alors, le psh, entre les deux boum, c'est ça le souffle. Mais le mot souffle cardiaque n'est pas synonyme de malformation cardiaque. On entend un souffle cardiaque chez plus de 50% des enfants ou des adultes normaux
un jour dans leur vie. C'est beaucoup plus fréquent, par exemple, chez les enfants que chez les adultes. Alors, ce qu'on entend chez ces gens-là normaux, c'est les bruits normaux du cœur. Le cœur est bas, il pompe du sang à travers nos valves, à travers tout notre corps. Et ces mouvements-là du sang avec des valves du cœur génèrent des vibrations qu'on entend au stéthoscope. Et c'est ce qu'on appelle un souffle cardiaque qui est fonctionnel à ce moment-là. Le cœur anormal, on entend juste fonctionner le cœur. Alors, souffle au cœur, ce n'est pas synonyme de malformation cardiaque. Et il faut surtout rassurer la famille, les médecins, l'enfant, et lui dire qu'il est tout à fait normal et qu'il peut avoir une vie normale. Par contre, un souffle cardiaque peut être pathologique et être le reflet d'une malformation cardiaque sous-jacente. Et là, à ce moment-là, à l'auscultation, pas avec les examens complémentaires, on pourra diagnostiquer la malformation et la prendre en charge. Ensuite, l'enfant peut présenter des symptômes qui vont mettre la puce à l'oreille s'il y a ou non une malformation cardiaque sous-jacente. Les symptômes qu'on peut voir chez nos jeunes, c'est l'essoufflement. Il n'est pas capable de suivre les jeunes de son âge. Chez le tout petit, vous le savez, les gens, les infirmières, les médecins de famille, les pédiatres qui suivent les enfants tracent toujours la courbe de croissance. Et quand il y a un retard de croissance, on se demande est-ce que ça pourrait être le cœur qui fonctionne pas bien, qui empêche l'enfant de grandir normalement. Les enfants plus vieux, des fois, peuvent se plaindre de palpitations, leur cœur qui va vite sans raison, et ça peut être un signe d'appel d'une anomalie cardiaque. Ou encore plus grave, l'enfant qui fait des pertes de connaissance inexpliquées associées à l'effort, ça peut être un problème cardiaque sous-jacent. Alors ici, c'est un résumé succinct des méthodes, des signes, symptômes et examens qu'on peut trouver pour dépister un problème cardiaque. Et nous, les cardiologues pédiatres, c'est ce qu'on fait toute la journée. On voit des enfants qui nous sont référés avec ces signes et symptômes-là et on essaie de dire est-ce qu'il y a quelque chose au cœur ou pas et de les prendre en charge si nécessaire. Diapo suivante. Alors, juste pour vous rappeler que quand le fœtus est dans le ventre de sa maman, sa circulation ne se fait pas du tout de la même façon. Le sang oxygéné du placenta passe à travers le foie, à travers une structure qui s'appelle le ductus venosus, qui se ferme dès la naissance, puis s'en va dans l'oreillette droite et passe à travers une communication entre les deux oreillettes pour s'en aller dans le ventricule gauche, puis après dans la grande circulation, pour revenir vers le placenta pour être changé en sang réoxygéné, ce sang-là désoxygéné bleu. À l'intérieur du cœur, il existe une communication qu'on appelle le foramen ovale et il y a une membrane qui va venir fermer ce trou-là après la naissance. Et il existe aussi une structure embryonnaire qui s'appelle le canal artériel qui va vider les poumons de leur sang. Et ça aussi, cette structure-là doit se fermer après la naissance. Alors, ça arrive souvent chez les nouveau-nés qu'on va entendre des souffles de façon transitoire. Alors, c'est parce que leur circulation s'adapte à une circulation normale après la naissance. Le canal artériel se ferme et ça peut donner un souffle pendant la période de fermeture et la communication se ferme. Alors, comme le fœtus n'a pas besoin de ses poumons et que sa circulation dépend de son placenta et de sa mère, même s'il a une malformation cardiaque significative et qu'il lui manque la moitié du cœur, il va très, très bien se développer dans le ventre de sa maman. Et on va la voir, la malformation, si on fait une échographie cardiaque fœtale, mais il n'y aura pas d'impact sur la circulation du sang du fœtus et sa croissance. Alors, les enfants qui naissent avec des malformations cardiaques congénitales ont d'habitude un bon poids. Ils ont des fois de la cyanose, ils sont bleus ou ils ont leur souffle au cœur, mais ils n'ont pas souffert de leur malformation dans la vie fœtale. Diapositive suivante. Alors, un cœur normal, c'est magnifique, c'est fascinant. Alors, la tête, qui ramène le sang désoxygéné au côté droit du cœur et le sang désoxygéné de notre abdomen et nos ventres par des veines, s'en vont dans l'oreillette droite, puis pomper dans le ventricule droit, puis dans les poumons. Et nos poumons vont changer le sang désoxygéné en sang oxygéné pour ramener tout ça par 4 veines pulmonaires dans l'oreillette gauche, qui va passer à travers la dalle mitrale dans le ventricule gauche et pomper le sang partout dans notre circulation. Et ce circuit-là, cœur-poumon, se fait à chaque fois que notre cœur bat, 60 à 100 battements par minute, 60 minutes par heure, 24 heures par jour. C'est toute une machine. Alors, notre cœur va battre, il bat plus que 100 000 fois par jour. Vous imaginez dans une vie, cette machine-là, elle est extraordinaire, elle fonctionne sans arrêt. On n'est même pas à y penser, puis boum, 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 notre cœur fonctionne. Alors, à n'importe quel niveau dans cette circulation-là, dans l'embryologie du cœur,
il peut se produire une anomalie, une valve qui s'ouvre pas, une veine qui est mal bouchée, des trous dans les parois, etc. Et des associations, tout ça, ce qui fait qu'on a retenu 324 différentes malformations. C'est beaucoup 324. C'est sûr qu'il y en a qui sont beaucoup plus fréquentes que d'autres, d'autres beaucoup plus rares, beaucoup plus graves. Mais encore une fois, je me répète, la grande majorité de ces malformations-là vont pouvoir être traitées, vont se régler toutes seules ou vont être traitées par cathétérisme, par chirurgie. Et la grande majorité de ces enfants-là qui naissent avec leur malformation vont avoir une vie tout à fait normale. Alors, je vais vous en expliquer quelques-unes sommairement, diapositive suivante. Alors, une des malformations la plus fréquente, c'est la communication interventriculaire, le cloison entre les deux ventricules qui ne se ferme pas complètement. Dans la vie fétale, la cloison, elle commence par être criblée de trous, puis avant la naissance, la cloison pousse, puis elle va venir complètement séparer la circulation du côté gauche du cœur, le sang oxygéné, de la circulation du côté droit. Alors, la cloison n'a pas fini de boucher, puis là, dans la vie fétale, il se mélange du sang entre le côté droit et le côté gauche. Diapositive suivante. Une autre malformation, c'est la valve aortique qui est bouchée. Alors, le ventricule n'arrive pas à pousser le sang à travers l'aorte. Et là, le cœur doit forcer pour la faire ouvrir. Et une autre malformation encore plus grave, c'est celle que Valérie nous a présentée, qui est l'atrésie tricuspide. Alors, la valve tricuspide qui doit normalement séparer l'oreillette droite et le ventricule droit, c'est pas développé. Donc, le ventricule droit est très petit et le sang désoxygéné se mélange au sang oxygéné pour retourner dans la grande circulation. Diapositive suivante. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour diagnostiquer tout ça? On a plein de tests que c'est possible de faire. L'électrocardiogramme pour l'électricité, mais on utilise beaucoup l'échographie cardiaque. On peut voir le cœur de l'enfant, voir le cœur bouger. Puis on a plein d'autres tests qui sont nommés ici sur la diapo suivante. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour traiter tous ces enfants-là qui ont des malformations? Il existe des médicaments quand on a besoin d'aider le cœur qui est trop fatigué ou s'il y a de l'arythmie. On peut aller par cathétérisme, qu'on appelle cathétérisme interventionnel, ouvrir des zones plus petites, comme on voit ici, où ils ont dilaté une artère d'un poumon, puis ont mis une androprothèse. On pourra aller mettre un bouchon spécial pour boucher un trou à l'intérieur du cœur. Et on a tous les types de chirurgie cardiaque où il y a des chirurgiens cardiaques congénitaux qui sont formés et qui font que ça, réparer ces cœurs-là. Des chirurgies pour pallier quand on ne peut pas corriger complètement. Des fois, on peut faire ça sur les structures à l'extérieur du cœur. On va appeler ça une chirurgie à cœur fermé ou à cœur ouvert quand on va réparer à l'intérieur du cœur comme tel. Suivante. On peut des fois mettre des stimulateurs cardiaques. Je ne sais pas si vous voyez la bosse sur le thorax de ce patiente-là. Elle a un petit pacemaker. On peut mettre des défibrillateurs et l'ultime, changer le cœur et utiliser la transplantation cardiaque. La transplantation cardiaque, c'est pas une panacée. Ça devient une maladie en soi. Et on a beaucoup de problèmes de donneurs. Les dons d'organes sont un problème. Alors, signez votre permis de conduire et votre don d'organes. On ne vous souhaite pas de mourir, mais si on peut aider quelqu'un quand il nous arrive c'est sûr qu'il y a des enfants et des adultes qui bénéficient de greffe d'organes. Mais ce qui est important à tenir, oui, un cœur, oui, c'est fascinant, oui, c'est merveilleux. Mais tous ces enfants-là, ces familles-là ont besoin de bien d'autres choses que juste un cardiologue. Ils ont besoin de soutien psychologique, de soutien par les pères, la famille. Ils se sont rendus compte que quand on enseigne la réanimation cardio-respiratoire à des mamans qui ont des enfants avec des malformations cardiaques, elles se sentent équipées pour aider leur bébé. Elles sont beaucoup moins stressées d'avoir un enfant malade à la maison. Et le stress de la maman est moins transmis à l'enfant et l'enfant évolue mieux. Donc, c'est un tout ça, l'enfant, la famille, tous les gens autour, tout ce monde-là doit être impliqué et prendre en charge de ces enfants-là qui deviendront des adultes fonctionnels. Suivante. Alors, il existe des étapes cruciales où le support est encore plus important. C'est sûr que quand on apprend que notre enfant de malformation cardiaque, qu'on soit enceinte ou que ce soit après la naissance, c'est une étape importante et on va avoir besoin de support à ce moment-là.
Chaque fois qu'il y a des traitements majeurs, comme une chirurgie ou un cathétérisme interventionnel, mais l'enfant, la famille, tout ce monde-là a besoin de support. La rentrée scolaire, c'est une période très importante. Ça. Les enfants vont avoir à rencontrer des gens, montrer leurs cicatrices, faire de l'éducation physique. Tout ça, c'est des étapes charnières dans leur vie. Enfin, la période de la transition, Valérie a glissé un mot là-dessus, ça devient une période très, très importante. Les enfants sont pris en charge dans un milieu pédiatrique qui est un milieu qui est très, très protecteur. Nous, les pédiatres, on est comme des mères pour nos enfants encore. Fait que si vous manquez un rendez-vous, ben on vous rappelle. En médecine adulte, ça se passe pas comme ça. Tu es responsable de toi. Fait qu'on doit, comme médecin, d'équiper nos enfants, nos jeunes adolescents, nos jeunes adultes pour se prendre en charge. Et la famille devient aussi importante. C'est une période qui est difficile pour les parents aussi. Ils doivent lâcher prise, ils doivent remettre dans les mains de leur enfant leur santé. Et il y a beaucoup, beaucoup de recherches et beaucoup d'avancements qui se fait à ce niveau-là dans cette période-là de transition. Suivante. Alors, juste, il y a des petites choses que je voulais mentionner. Il y a les enfants cardiaques ont besoin de soins particuliers. Chez le tout petit, surtout, l'alimentation est très importante. Des fois, ils ont de la misère à grossir. Fait qu'on doit leur donner des suppléments de lait ou les nourrir par gavage pour leur permettre d'avoir un poids pour être assez fort pour avoir leur chirurgie. La vaccination, on doit les protéger contre les infections. Il y a une vaccination spéciale pour nos petits enfants cardiaques. Les gens qui ont des problèmes cardiaques sont plus à risque de faire des infections dans le cœur. Et les infections dans le cœur peuvent venir de bactéries qu'on a dans la bouche. Alors, c'est important d'avoir des bons soins dentaires, d'avoir une bonne hygiène dentaire. Et nous, notre rôle, c'est de s'assurer que nos patients sont bien pris en charge par leur dentiste. Enfin, bouger, c'est la santé. C'est aussi vrai pour les enfants cardiaques que n'importe quel enfant. On voit trop souvent que les parents vont avoir peur et surprotéger les enfants et les empêcher de bouger. Par contre, ils peuvent avoir des fois, rarement, mais certaines restrictions et il faut qu'ils respectent ces restrictions-là. Il faut qu'on leur enseigne. Il faut que ça soit transmis à leur école et à leurs professeurs d'éducation physique. Alors, c'est un autre aspect où notre rôle est super important. Suivant. Enfin, quand on arrive plus vieux, il faut vraiment, avec ces jeunes femmes-là qui ont leur malformation cardiaque, c'est super important de les conseiller par rapport à leur grossesse. Comment elles vont vivre leur grossesse? Est-ce qu'il y a des risques pour elles? Est-ce qu'il y a des risques pour le bébé? Et tout ça, ça doit être pris en compte. Et on doit aussi toujours garder en tête que tout ce monde-là a besoin d'une équipe multidisciplinaire de gens équipés pour prendre en charge les gens avec malformation cardiaque congénitale. Suivant. Alors, je vous remercie beaucoup. Je passe la parole à Josée, qui est infirmière qui travaille avec moi depuis plusieurs années et qui en a vu beaucoup de ces petits-enfants-là. Oui, bonjour. Moi, je suis Josée. Effectivement, ça fait 20 ans que je travaille auprès de Dr Fournier au Centre ambulatoire à Laval. Alors, comme vous savez, accoucher d'un enfant est un moment privilégié pour les parents, mais accoucher d'un enfant atteint d'une... Attendez, j'ai juste un petit problème de souris. Est-ce que ça serait possible de retourner au tout début, s'il vous plaît? OK, c'est bon. Alors, comme je disais, comme vous savez, accoucher d'un enfant est un moment privilégié pour les parents, mais accoucher d'un enfant atteint d'une cardiopathie, c'est comme être en voyage, notre voyage de rêve qui se termine mal. Alors, quel cauchemar. C'est là l'importance de l'équipe médicale et de notre rôle des infirmières en tant que membres de l'équipe d'accompagner les familles à travers ce nouveau voyage inconnu. Beaucoup d'inquiétudes, d'interrogations, de frustrations, d'incompréhension. La joie du nouveau bébé se mêle à la déception et à l'inquiétude de la maladie. Les infirmières sont présentes au moment du diagnostic. Elles soutiennent les parents, répondent aux interrogations, inquiétudes. Nous, les infirmières, sommes aux premières loges du début de ce nouveau périple avec son lot d'inconnus pour les familles. L'infirmière offre un soutien aux parents lors des rendez-vous, de l'enseignement sur la médication, les interventions, les signes de défaillance, les suivis réguliers qui sont organisés
pour l'évaluation de l'état de santé et l'infirmière communique avec la cardiologue de tout changement de l'état de santé du patient. On offre aussi un soutien téléphonique, puis un soutien des parents tout au long de la croissance et ce, jusqu'au transfert chez l'adulte. Au début, les suivis sont serrés et par la suite, c'est selon les besoins. On a plusieurs outils, comme vous pouvez en voir ici, qui nous permettent de montrer aux parents, d'expliquer c'est quoi la cardiopathie de leur enfant. Il y a le tableau qu'on a qui est affiché dans notre salle d'écho, qui nous permet de visualiser les différentes cardiopathies. Ensuite, les pamphlets sont offerts comme aide-mémoire sur la médication, sur la pathologie cardiaque, la prophylaxie, les tableaux sur l'alimentation. On essaie de bien outiller la famille. Les suivis hebdomadaires permettent de s'assurer du gain acceptable, de supporter l'allaitement, même de référer en clinique d'allaitement aux besoins, de supporter avec les biberons, d'offrir l'enseignement pour les compléments lorsque nécessaire pour d'expliquer les recettes d'enrichissement. Les parents ont à gérer beaucoup de petits soucis chez leur petit bébé avec une cardiopathie. On soutient aussi les bébés avec des gavages nasogastriques. L'évaluation générale est faite, ça permet de faire les signes vitaux, la saturation, le poids. L'évaluation générale, on regarde les signes de défaillance et le soutien des parents est très important. On a aussi des suivis conjoints avec la nutritionniste ou encore avec des infirmières en CLSC pour les parents qui sont plus éloignés de nous. On a tout le volet de la vaccination qui est expliqué aux parents, la vaccination régulière selon le Québec et la vaccination particulière pour les patients porteurs d'une cardiopathie, dont le Prevnar à 6 mois, le Pneumovax vers 5 ans, la vaccination antigrippale qui est fortement recommandée. Et en saison hivernale, on parle du Synagis pour protéger nos petits du virulent virus de la bronchiolite à RSV. Avec le temps, un lien de confiance se crée avec les infirmières et l'équipe médicale et la famille qui doivent vivre au quotidien avec leurs petits poupons un petit peu malades par moment. On privilégie les soins de plaie post-opératoires, les interrogations sont répondues et les différents tests diagnostiques expliqués au fur et à mesure. Les parents peuvent toujours nous rappeler s'ils ont des inquiétudes ou s'ils manquent d'informations, quels qu'ils soient. Puis à ce moment-là, nous, on communique avec le cardiologue au besoin. Et lors de leurs 18 ans, une dernière visite est organisée en cardiologie pédiatrique et le transfert est organisé avec les cardiologues adultes. Les papiers de consultation sont faxés, le jeune adulte est avisé de la façon que les choses vont se passer. Mais il est toujours agréable de voir ces petits devenus de beaux adultes. Pour ma part, étant donné que ça fait plus de 20 ans que je suis au sein de la clinique, ça m'a permis, j'en ai que j'ai suivi nouveau-né, puis que je viens de laisser quitter dernièrement là, dans le monde adulte. Nous ne pouvons conclure sans parler de la Fondation Anker qui est présente à divers moments dans le parcours de nos familles lors d'hospitalisation pour les aider avec des chambres, des billets pour la cafétéria, des bons d'essence, des stéthoscopes et j'en passe. Et quelques infirmières, médecins, familles, amis, patients s'impliquent dans la Fondation en participant à la journée courir 6 heures en quart à chaque automne. D'autres événements permettent d'amasser des fonds pour venir en aide à ces familles. C'est un bref résumé du chemin emprunté de nos petits porteurs d'une cardiopathie. Alors, je cède la parole à Merci beaucoup pour ces belles conférences.
Donc, nous allons continuer juste avant de passer à la période de questions. J'aurais en fait à vous présenter quelques ressources utiles pour les patients atteints. Donc, nous avons une fiche d'information sur la transition des soins pour la cardiopathie congénitale, qui est une ressource bilingue de 2 pages que vous voyez à l'écran en haut à gauche, qui a été créée par CAR et AVC et également un regroupement d'organismes dont la Fondation En-Cœur qui vient d'être mentionnée. Vous avez les logos des différents organismes au milieu de l'écran à gauche. Et il y a également le site web de CAR et AVC qui contient des informations nouvelles et actualisées sur la cardiopathie congénitale et entre autres, on va parler de la transition vers les soins de santé pour les adultes, la contraception, etc. Donc, différents sujets d'actualité. Vous pouvez vous avez maintenant la possibilité de nous envoyer vos questions par écrit dans la fenêtre de clavardage en nous indiquant, s'il vous plaît, à qui elle est destinée. Nous pourrons donc transmettre ces questions aux conférenciers. Donc, nous allons commencer par une première question pour Valérie. Donc, dans quel mode votre pacemaker a-t-il été programmé et voulez-vous commenter votre expérience de vie avec un pacemaker? Est-ce que vous m'entendez? OK, parfait. Valérie, on ne vous entend plus. Oh, attendez. OK, oui, OK. Ça va. Vous m'entendez? Rapprochez-vous juste du micro. Est-ce que vous m'entendez? Oui. OK. Donc, le mode, je ne sais pas trop, moi, je suis pas l'experte. J'ai juste que j'ai besoin de savoir, dans le fond, en tant que patiente, pour transmettre l'information à tout le monde. Donc, je sais juste qu'il est programmé, il y a juste l'oreillette droite qui est simulée pour assurer que le cœur bat à un minimum de 60 battements minutes quand je dors. Je sais que c'est pas très scientifique comme explication, mais bon, je peux vous dire par contre. Puis, je veux dire, moi, quand on m'a implanté le pacemaker, c'était une bonne chose parce que j'avais misère à dormir. Quand j'allais dormir, j'étais moins reposée que quand je sortais du lit. Donc, ça m'a permis de bien dormir la nuit. Parce que, dans le fond, ce qui se passait à ce moment-là, c'était que mon cœur battait trop lentement durant la nuit. Je me ramassais à 30 battements minutes. Donc, c'était un peu entre la vie et la mort que je me suis ramassée. Donc, c'est pour ça qu'on a implanté un pacemaker. J'espère que ça répond à la question. Oui, oui, très bien. Merci beaucoup. On aurait une nouvelle question. Donc, à qui veut bien répondre? Donc, qu'est-ce que peuvent faire les prestataires de soins de santé pour faciliter la transition à travers les étapes de la vie? Ben, d'abord, d'en être conscient. Hein? La première étape, là, c'est de se rendre compte ces étapes-là importantes. C'est comme j'ai mentionné, l'annonce au diagnostic, quand il y a des chirurgies, quand l'enfant rentre à l'école, quand on le transfère en adulte. Alors, c'est déjà, parce que c'est pas quelque chose quand j'ai commencé à pratiquer la transition, on parlait jamais de ça. Alors, déjà, de prendre conscience qu'il y a des étapes cruciales dans la vie d'un enfant puis d'un adulte avec une malformation cardiaque, c'est super important, puis qu'on doit être beaucoup plus présent lors de ces étapes-là, c'est déjà pour moi important. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Ben, une fois qu'on s'en rend compte, on est peut-être capable de questionner le patient, sa famille, et mettre en évidence ses besoins, puis y offrir ce qu'il a besoin. Est-ce qu'il a besoin de mieux comprendre? Puis c'est le cardiologue qu'il faut qu'il rencontre, qui réexplique la malformation. Est-ce qu'il a besoin de rencontrer un psychologue? Est-ce qu'il a besoin de rencontrer d'autres jeunes qui ont passé à travers la même chose?
Je pense que les besoins sont très, très, très variés d'une personne à l'autre. Et ça aussi, on se rend compte de ça. Quand on s'est mis avec Valérie à faire le projet de recherche sur la transition, on se disait, on va prendre un patient partenaire. Valérie, elle va venir rencontrer nos jeunes à Sainte-Justine. Elle va jaser avec les jeunes, puis ils vont se rendre compte, pas si pire que ça, s'en aller à l'Institut, puis tout va bien aller. Ben, on s'est rendu compte que les jeunes, ils s'en foutaient complètement. Puis là où Valérie était utile, ben, c'était pour assurer les parents de ces jeunes-là. Alors, je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses à apprendre encore. Et le message que je retiens de tout ça, puis ces expériences-là, c'est être à l'écoute des gens, mais aussi pour être à leur écoute, il faut qu'on leur pose des questions. Qu'est-ce que vous avez besoin? C'est pas tout le monde qui est capable de le dire non plus ce qu'ils ont besoin, mais quand on les aide, ben, on finit par comprendre leurs besoins et on essaie de les combler. Merci, Dr. Fournier. Je pense qu'en effet, les besoins de soutien sont immenses et variés selon les personnes atteintes et leurs aidants. J'aurais une autre question également soit pour vous, Dr. Fournier, ou Mme Godette. N'hésitez pas peut-être à compléter avec votre expérience. Donc, les patients ayant une cardiopathie congénitale, est-ce qu'ils sont à risque de subir un AVC pendant ou lié à cette cardiopathie-là en général, pendant la chirurgie ou après, par exemple? Oui et non. Alors, il y a AVC puis il y a AVC. C'est sûr que quand on a une malformation cardiaque cyanogène, puis qu'on a du sang bleu qui retourne dans la grande circulation sans passer par le fil du poumon, on est plus à risque d'avoir une embolie dans petit caillot qui va aller au cerveau, parce que c'est ça qui crée un AVC. Fait que oui, si on a une cardiopathie cyanogène. Et de nos jours, ce qu'on vise, c'est que les enfants soient le moins longtemps dans cette espèce de type de circulation, qu'il y ait leur correction complète définitive, puis qu'ils deviennent roses, puis qu'il n'y ait plus de chaîne droit-gauche qu'on appelle. L'autre chose, au moment de la chirurgie cardiaque, c'est sûr qu'il y a une machine cœur-poumon qui remplace la circulation, et là, la circulation de tout le corps est assumée par cette machine-là cœur-poumon. Alors, le sang circule avec des petits tuyaux et il peut y arriver qu'une bulle aille au cerveau. Tout ça, on le sait, on y fait hyper attention et c'est des choses qui arrivent encore de nos jours, mais qui sont heureusement très, très rares. Mais ça n'a rien à voir avec l'AVC qu'on connaît de l'adulte de grand-papa qui a de l'athérosclérose puis qui fait son AVC à 80 ans. Les causes, les prises en charge, la récupération sont complètement différentes. Et on a le privilège de travailler avec des enfants qui sont en croissance et le corps a une capacité d'adaptation et de correction ou guérit lui-même qui est extraordinaire. Est-ce que, Mme Godette, vous vouliez compléter au niveau des patients que vous avez côtoyés par rapport à cette question? Non, c'est correct. Le Dr. Fournier a très bien répondu à la question. Parfait, merci. Donc, nous n'avons pas d'autres questions. Donc, je passerai à la partie de conclusion de ce webinaire. Si vous avez d'autres questions qui vous viennent à l'idée, n'hésitez pas de les envoyer à l'adresse suivante que vous allez voir à l'écran. Donc, au niveau des pratiques optimales au pluriel avc@commercial-avc.ca. L'enregistrement du webinaire va également être publié sur les sites suivants, donc sur le site des pratiques optimales et également sur la chaîne YouTube de Cœur et AVC que vous voyez à l'écran. Pour faire votre évaluation, donc nous allons vous envoyer un courriel après la séance et vous aurez l'occasion d'évaluer ce webinaire et c'est suite à cette évaluation-là que vous allez obtenir votre certificat de participation. Et donc, finalement, nous vous encourageons à utiliser les réseaux sociaux et à débuter des conversations sur le sujet. N'hésitez pas également à participer à la conversation via nos 2 comptes Twitter que vous voyez à l'écran qu'on a mentionnés tout à l'heure. Nous remercions chaleureusement les conférencières, Mme Valérie et Dr. Anne Fournier et José Godette, ainsi que tous les participants de ce webinaire. Merci et bonne journée.